Bienvenue dans Ishek Alumni Talks. On est ravis aujourd'hui d'accueillir José Fernandez. José, merci d'être là. Bonjour Barbara, merci. Bonjour José. Tu es CMO et Chief Customer Experience Officer chez D'Ieteren Automotive. Tu es aussi Member of the Board de l'UBA. Tu as été nommé Marketer of the Year en 2023. Et tu es aussi, pour notre association Ishek Alumni, un membre emblématique, puisque tu as été aussi notre président d'association. Donc, encore une fois, merci d'être là. On a hâte de t'écouter et que tu puisses inspirer nos jeunes talents. Et merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Alors, j'ai une première question pour toi, José. Est-ce que tu peux finir cette phrase ? Le marketing auto en 2030 sera ? Data-driven. J'étais sûre que tu allais répondre ça. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce sera data-driven ? Bien, aujourd'hui, les voitures sont devenues, c'est un peu caricatural, mais on parle de smartphones sur roue. C'est clair que c'est déjà le cas aujourd'hui, mais d'ici 2030, ce seront des réceptacles de données, des données environnementales, ce qui se passe sur la route, ce qui se passe en dehors de la route, et des données comportementales, c'est-à-dire ce que fait le chauffeur. Toutes ces données, on va les utiliser pour mieux cibler et mieux communiquer, que ce soit pendant la période d'utilisation ou avant la période d'utilisation, donc quand on vend des voitures, quand on les utilise, ou après, quand on n'a plus envie d'utiliser sa voiture et qu'on veut éventuellement faire autre chose. Comme D'Ieteren est un acteur de mobilité, on essaiera de proposer aussi d'autres services, et on le fait déjà aujourd'hui, autour de la mobilité, à partir de la donnée, qui est vraiment devenu le maître mot de toutes les activités marketing aujourd'hui. Et qui est formidable pour le marketeur que tu es. Plus on a de données, mieux on peut marketer. Oui, après on a beaucoup de données. Il faut utiliser, c'est pas tellement la quantité de données, c'est surtout la qualité des données et quelles sont les données pertinentes qu'on peut utiliser et activer, qui sont importantes au niveau marketing. Je me doute, quels sont les outils que vous utilisez ? J'imagine que tu développes beaucoup l'IA aussi, tu utilises beaucoup l'IA ? Alors on commence vraiment à s'intéresser maintenant depuis un certain temps à l'IA de manière assez importante. Alors les données étaient là avant qu'on parle et qu'on popularise l'IA avec ChatGPT, mais ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on utilise l'automatisation, la segmentation de données dans des outils automatisés. On a des plateformes qui font du CRM, donc qui forcément segmentent, analysent et utilisent des données depuis très longtemps maintenant. L'IA va être un accélérateur de tout ça, va permettre effectivement d'aller plus loin et plus vite, mais ça reste un petit peu la même logique, c'est-à-dire d'utiliser un pot d'informations pour pouvoir segmenter nos besoins clients de la manière la plus précise possible. Magnifique, hâte de voir tout ça. José, quel choix a accéléré ta trajectoire ? Parce que je sais que tu as un parcours très intéressant, tu as fait un peu de tout toi aussi. Peux-tu nous expliquer ? J'ai touché un peu de tout, comme dans les fromages belges, comme disait cette vieille pub. Alors moi, j'ai démarré ma carrière dans l'agroalimentaire, puis je suis parti avec un ancien de l'Ishek touché au monde de la data déjà, avec une start-up néo-louvaniste qui s'appelle Actito, qui a été fondée par les frères Deneyer. Donc Pierre Deneyer a fait l'Ishek également. Bonjour à lui. Bonjour à lui, effectivement. Et mon choix le plus important pour ce que je suis devenu aujourd'hui en termes de carrière, c'est ma décision de quitter un certain confort chez Van de Moort. J'avais 10 ans de carrière, j'avais un statut de membre exécutif avec un parcours un peu international, et donc j'aurais pu rester là encore quelques années dans un certain confort. J'ai décidé d'abandonner tout ça pour rejoindre une société qui était dans les combles, à place de l'université à Louvain-la-Neuve, où les premiers PC étaient posés sur des cartons, où il n'y avait pas de chiffre d'affaires, pas de clients, où j'ai dû renoncer à une partie de ma rémunération alors que j'étais jeune papa, qu'on venait d'acheter une maison. Donc des choses qui font aujourd'hui, on me dit tu as été courageux. Bon, quand on est un peu plus jeune, on est un peu plus téméraire, on va dire ça comme ça. Et je ne regrette pas une seule seconde cette décision, puisqu'elle m'a amené à la data, elle m'a amené au digital, elle m'a amené à la créativité aussi au niveau publicitaire, et ça reste aujourd'hui toujours mes fondamentaux 30 ans après. Et pourquoi ? Parce que cette société que tu as rejoint faisait de la data spécifiquement à ce moment-là ? Oui, Actito est spécialisé dans le marketing automation et dans le CRM, et se lançait à ce moment-là. Donc c'était vraiment une start-up qui est devenue plus qu'une start-up, elle est devenue aujourd'hui une entreprise importante au niveau européen, et j'y suis resté 8 années.
Et une question à l'Ichekien, l'étudiant Ichekien que tu as été. Tu étais déjà data-driven comme ça durant tes années Ichek? On ne parlait pas de data quand j'étais à l'Ichek. Moi, je suis diplômé de 91, donc on parlait d'informatique. Et moi, je suis tombé assez jeune dedans, puisque j'avais 14 ans quand j'ai eu mon premier ordinateur. Donc l'informatique m'a toujours un petit peu titillé. À l'Ichek, il y avait des cours d'informatique, mais on nous parlait à l'époque d'imprimante à marguerite, hein, donc c'était très, très éloigné de la réalité de l'informatique. Mais j'ai eu l'occasion effectivement de toucher au premier tableur. Avant Excel, il y avait un truc qui s'appelait Lotus 1, 2, 3. Je me souviens, moi aussi. Voilà, et donc l'informatique m'a toujours intéressé. J'ai, comme beaucoup d'étudiants de cette génération-là, fait mon mémoire sur un Mac SE à l'époque, et donc depuis lors, je suis mordu de cette partie-là. Ça m'a amené au digital, ça m'a amené à toutes ces choses-là, mais donc ça a toujours fait partie de mon quotidien, entre guillemets. Eh ben, tu as su évoluer avec ton temps, parce que c'est très important, je pense, en tant que marketeur, de vraiment suivre l'évolution de la data. Donc voilà, bravo à ton instinct. Je ne sais pas si c'est de l'instinct, mais en tout cas, les opportunités parfois permettent de prendre des voies qu'on ne soupçonne pas, entre guillemets. Donc, voilà. Et donc, pour les jeunes étudiants, futurs diplômés et jeunes générations qui nous écoutent, entre autres, ne vous interrogez pas trop, parce que voilà, tu es la preuve vivante qu'une carrière, ça mène à plein de choses. Tout à fait. Que voilà, on ne sort pas de l'école en sachant déjà précisément ce qu'on veut faire, et c'est normal. Comme disait la chanson de Gabin, je sais que je ne sais rien. J'adore. Voilà. Très belle référence. C'est une très belle référence. Ouais. Merci. Autre question pour toi. Avais-tu une croyance marketing il y a 10 ans que tu n'as absolument plus du tout ou que tu as révisé totalement? Alors tout à fait, Barbara. Moi, ma croyance marketing il y a 10 ans, c'est que tout allait s'opérer online. Et quand je suis arrivé chez D'Ieteren en 2019, j'étais un des fervents défenseurs du fait que forcément les voitures allaient se vendre en ligne et que tout allait se passer via des canaux digitaux. Alors c'est clair qu'on fait beaucoup de choses via les canaux digitaux, mais ce que j'ai appris, et ça a été très intéressant, c'est que les canaux physiques restent toujours très importants. Aujourd'hui, dans le monde de l'automobile, chez D'Ieteren, on fait des études de marché très régulièrement. Et donc, mes équipes qui se chargent de ça, quand elles remontent des informations, on sait que 7 clients sur 10 considèrent que le passage dans une concession automobile, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un, est absolument indispensable à leur décision. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de digital en amont de cette rencontre. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas une partie de cette rencontre qui sera supplémentée par de l'intelligence artificielle. Mais ça veut dire que pour un investissement aussi lourd, entre guillemets, en termes budgétaires, c'est le deuxième investissement après l'immobilier dans le portefeuille et dans le budget des ménages en Europe, l'automobile. Ça veut dire que pour un investissement aussi lourd, les gens veulent voir le produit. Et feu Roland D'Ieteren disait, le jour où on pourra livrer un véhicule par email, alors à ce moment-là, je penserais effectivement que la digitalisation pour l'automobile est totalement possible, mais il y a encore ces éléments physiques. Donc, je croyais beaucoup dans le digital, j'y crois toujours, mais tout ne sera pas digitalisé. Fantastique. C'est du miel à mes oreilles, à moi, qui aime le relationnel profondément. Il y a encore de l'humain dans le relationnel, effectivement. Tant mieux, tant mieux. Et si tu devais résumer ta boussole en 3 mots? Alors, il y a 3 mots qui me définissent, je pense, assez bien quand on demande aux gens autour de moi. C'est l'authenticité, l'éthique professionnelle et le people network. Et donc, on parle d'Ichek Alumni. Pour moi, le networking, le réseau, c'est absolument fondamental quand il s'agit de rencontrer des compétences, d'en acquérir, de les développer. Voilà, ces 3 éléments sont importants pour moi. Magnifique, elles te correspondent bien. Tu as tout à fait bien identifié ta boussole, je trouve. Merci. On parle beaucoup de data. Tu as commencé d'ailleurs notre discussion avec ça. Je me pose la question, quels sont pour toi aujourd'hui, avec toutes les réglementations qui évoluent, les différents challenges que tu vois au niveau CRM, réglementation, RGPD, flux d'informations, etc. Alors, c'est clair qu'on est absolument bombardé de données, que l'on soit consommateur ou que l'on soit marketeur. On les exploite. Il y a plusieurs éléments qui sont aujourd'hui, je pense, fondamentaux. D'abord, c'est le respect, et on parlait de GDPR, mais donc le respect de la privacy. Oui. Les gens ne savent absolument pas ce qu'on fait avec leurs données, en général, que vous soyez client d'une banque, client d'une marque automobile, client
d'une chaîne de supermarchés. On abandonne beaucoup de données sur notre passage et très généralement, les gens ne sont pas conscients de ce qui est fait avec ces données-là. Ça va devenir de plus en plus compliqué avec l'intelligence artificielle de savoir ce qu'on en fait. Mais en tout cas, ça, c'est un élément fondamental, c'est la transparence sur l'utilisation des données. En Europe, alors je ne suis pas un grand défenseur du RGPD parce qu'à côté de la protection du consommateur, il y a également au niveau des entreprises énormément de complexité qui a été rajoutée, administrative et des coûts supplémentaires. Mais, Dieu merci, on n'est pas aux États-Unis, Oui. surtout par les temps qui courent. Et donc, on a encore en Europe, effectivement, cette notion de protection de la vie privée qui, pour moi, est absolument indispensable quand il s'agira d'utiliser des données. Sinon, on peut avoir toutes les dérives possibles que l'on voit déjà en Asie, en Chine ou ailleurs. Où ça ne s'arrête jamais. Tout à fait. Merci beaucoup. Je me posais aussi cette question par rapport à ton parcours au niveau du in-housing média. Quelles sont les erreurs que tu vois parfois et comment as-tu un exemple ou un best practice que tu pourrais nous partager? Alors, je vois que tu es très bien informée, Barbara, mais effectivement, quand je suis arrivé chez D'Ieteren, j'ai pris la décision de recruter d'abord des gens très compétents et plus compétents que moi en la matière. Christine Verels, qui nous a rejoint de Proximus pour renforcer nos équipes, en l'occurrence. Et un des éléments, c'était d'internaliser des compétences en matière média, mais sur le digital uniquement. Donc, on n'a pas fait un full-fledged en disant on internalise tout, on ne veut plus travailler avec des agences. On a gardé un modèle hybride qui est assez particulier, donc dans lequel on collabore avec notre agence média sur certains éléments. D'ailleurs, ils sont 2 jours par semaine dans nos bureaux, donc c'est vraiment un vrai modèle hybride en termes d'écosystème. Mais on a internalisé les compétences qui étaient pour nous clés, c'est-à-dire la compréhension de la data, la compréhension des canaux digitaux. Et la raison essentielle derrière ça, c'est que le consommateur a changé ses comportements et que maîtriser de manière sur une chaîne de valeur et une chaîne de temps qui est courte, l'utilisation des données et des données digitales en particulier était absolument indispensable à notre efficience et à notre expertise. Donc on a pu faire mieux avec une réduction aussi de nos coûts. Ce qui est fantastique. Que te féliciter pour ça. Je ne suis pas seul à bord pour ce genre de choses, mais j'ai été très bien entouré par des gens très compétents qui sont toujours à bord d'ailleurs. Donc j'en profite pour les saluer. Quel message fonctionne réellement pour faire évoluer les comportements ? Je vais prêcher un petit peu contre ma paroisse, mais pour moi, le marketing, c'est essentiellement 2 choses. C'est influencer la culture populaire et créer des préférences pour des marques et de la considération pour les marques. C'est le rôle premier du marketing. Et dans un secteur aussi normé et légiféré que l'automotive, malheureusement, le marketing n'est pas tout seul à bord. Il y a un autre acteur très important dans ce secteur-là qui est important, et donc le marketing ne peut pas tout faire. Ce stakeholder, ce sont les autorités, que ce soit en matière fiscale, en matière réglementaire, en matière de réglementation sur la mobilité. La Belgique est un pays compliqué. La Belgique est un pays dans lequel nous avons 3 régions qui chacune est compétente pour les problématiques de mobilité. Chez D'Ieteren, on plaide clairement pour une refédéralisation de ces compétences. On pense que la mobilité ne s'arrête pas aux frontières de la Flandre, de la Wallonie et de Bruxelles. Oui, complètement là, pour venir vous rejoindre, je viens de Zaventem, j'ai traversé la région bruxelloise et tout à l'heure, j'irai dans le sud de Bruxelles, je serai en Wallonie. Donc, ça montre bien que ces frontières administratives ne correspondent pas à ce que vivent les gens. Et donc, il est absolument nécessaire, en dehors des problèmes d'infrastructure bien connus entre la Wallonie et la Flandre, c'est qu'il y ait une politique de mobilité cohérente pour l'ensemble du pays. On en rêve, puisqu'on espère qu'il t'écoute. Oui, je me fais peu d'illusions, mais ce serait formidable. J'ai une autre question pour toi, José. On entend beaucoup parler de l'automobile, de ce fameux switch entre hybride et voiture électrique. Les voitures électriques n'ont pas toujours une cote positive parce que c'est cher, parce que c'est une autre manière de conduire, parce qu'il y a des problèmes de charge. Les bornes, en tout cas pour le nord de l'Europe, ça va, mais dès qu'on essaye de faire un road trip sur le sud de l'Europe, c'est une cata. Je sais parce que je viens de le faire. Donc voilà, quelle est pour toi l'évolution de tout ça ? Est-ce que tu penses que c'est une période de transition et qu'on est obligé de passer ce cap et qu'on va y arriver ou voilà. Alors, 2 choses, pour remettre les choses dans leur contexte. La première chose, c'est le réchauffement climatique est une réalité scientifique
n'en déplaise à M. Trump. Il suffit de voir, moi je viens d'Espagne, là, j'y étais encore le week-end dernier, ce qui se passe au niveau des incendies ailleurs. Bon, on en a tous les ans, mais ça s'aggrave d'année en année. La mobilité en Belgique, c'est 21% des émissions carbonées sur l'ensemble des émissions de carbone de ce pays. Donc, le transport privé et le transport professionnel, les camions et autres. Ça veut dire qu'on doit être we need to be part of the solution. Le véhicule électrique est la meilleure alternative réaliste qui existe et qui est pragmatiquement applicable aujourd'hui pour réduire de manière substantielle les émissions carbone dues à la mobilité. Donc ça, c'est un fait industriel et scientifique. Le deuxième élément, c'est que pour produire ces véhicules, effectivement, il a fallu investir de manière massive dans des nouvelles technologies. Ces technologies sont chères. La production des batteries et des véhicules rend ces véhicules relativement onéreux. Alors, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on est en train de passer cette première phase. Pas oublier que le premier véhicule électrique un peu populaire, qui était la Tesla dans les années... Elle a déjà plus de 10 ans, cette voiture. Tout à fait. Aujourd'hui, on a... une trentaine de modèles électriques sur le marché belge qui sont disponibles dans tous les formats et les couleurs, mais ça reste encore des grosses voitures. Y compris dans nos marques chez D'Ieteren, c'est essentiellement des véhicules... Des SUV. Voilà. Ouais. Alors, SUV, il y a d'autres types de formats. Ouais. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que dès l'année prochaine, nous aurons, et il y a déjà d'autres marques concurrentes qui ont lancé, des petits véhicules électriques avec des autonomies raisonnables, 300 km, 350 km, avec des véhicules qui seront pricés un peu au niveau de ce qu'on peut trouver, peut-être un peu plus cher qu'un véhicule thermique, mais il ne faut pas oublier qu'il faut avoir un calcul sur le total cost of ownership. Un véhicule électrique, ça coûte beaucoup moins cher à l'usage qu'un véhicule thermique. Voilà, ça rentre moins souvent en concession pour être réparé, malheureusement pour nous, parce qu'on a aussi des concessions. Oui. Mais l'usage fait qu'il est plus économique. Alors, l'autonomie, c'est une idée un peu préconçue parce qu'en fait, le Belge, il fait 35 km par jour en moyenne pour se déplacer. Quand on a 350 km d'autonomie, ça veut dire qu'on peut rouler 10 jours sans aucune difficulté. La problématique des charges, alors moi, je n'ai pas la même expérience que toi. Je suis allé en France, je suis allé en Italie, je suis allé en Espagne. Je n'ai jamais eu de problème de recharge. Oui, parfois, en été, le 15 août, il faut attendre 10 minutes derrière une borne. Mais globalement, sur les autoroutes et sur les axes rapides, c'est-à-dire pour faire des longs déplacements, il n'y a pas de souci. Là où on a un problème aujourd'hui, c'est que si on habite en ville, c'est compliqué d'envisager d'avoir une borne pour recharger son véhicule. Il faut trouver une borne publique. Et donc, les pouvoirs publics doivent faire ce qui doit être fait pour que l'infrastructure soit correctement optimisée. Il faut doubler le nombre de bornes. C'est ça. Prévu. Aujourd'hui, on en prévoit 100 000, on n'y est pas encore, mais il en faudrait 200 000 pour qu'on soit vraiment à l'aise en Belgique. Mais ça va arriver. Donc, tu as raison, il y a une phase transitoire. Moi, je roule à l'électrique depuis 6 ans. Je ne retournerai pas au véhicule thermique pour mon usage quotidien. Parce que le confort de conduite, la facilité d'utilisation fait que je n'ai plus envie de retourner vers des voitures qui sont polluantes, qui font du bruit et qui ont... Donc voilà, il y a une évolution. Tout le monde ne pourra pas rouler à l'électrique. L'électrique ne correspond pas non plus à tous les cas d'usage. Mais il y a encore de la marge et on peut encore développer ce type de mobilité. Merci beaucoup pour ta réponse très détaillée et j'adhère complètement. J'aimerais bien qu'on parle un peu plus de toi. Donc, tu as eu cet honneur et je pense qu'il est légitime d'avoir été élu leader de l'année au niveau marketing en 2023. D'après quels critères tu penses tu as été sélectionné ? Alors, l'année 2023 était un peu particulière pour moi parce que j'ai fait... apparemment, je suis le premier et quasiment le seul à avoir fait en un an, paraît-il. J'ai fait ce qu'on appelle le grand chelem, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs awards c'est pas qu'en tennis. assez honorifiques oui, au niveau marketing. Donc, il y a la fameuse, ce qu'on appelait avant le Marketer of the Year et qui est du Marketing Leadership of the Year, mais c'est la même chose. Qui est octroyé par cette association professionnelle, qui est sponsorisée par Deloitte. Les critères qui ont été utilisés, il se fait que cette année-là, le président était aussi un diplômé de l'ICHEC, puisqu'il s'agit de Michel Mersch, qui est CEO de Nestlé, que tu connais bien. Bonjour à lui aussi. Et effectivement, voilà, je pense que ce qui a fait la différence, c'est d'un côté
ma personnalité peut-être, mais aussi l'impact. Donc, est-ce que ce que je fais en tant que marketeur a de la résonance? Le jury, dont je ne fais évidemment pas partie, l'a reconnu comme tel. Et donc, quand je parlais de Quand je l'aime, c'est parce que la même année, j'ai eu l'honneur d'avoir aussi ce qu'on appelle le Media Personality of the Year, qui est octroyé par l'AMA. Ça, c'est plutôt du côté média. Et il y a un nouvel award depuis 5 ans qui s'appelle le CMO of the Year, qui est octroyé par Service Plan et GFK. Que tu as eu aussi. Que j'ai eu, les 3 à la même année, donc ça faisait beaucoup. Et tu as mis où tous ces trophées? Alors, il y a des trophées qui sont au bureau et il y en a d'autres qui sont chez moi, dans mon bureau. Comme un véritable acteur oscarisé. Fantastique. Oui, enfin bon, après, moi je ne cours pas derrière les récompenses, mais il se fait qu'il y a eu un alignement de planètes ça s'est fait à ce moment-là. Mais je crois surtout, et j'ai surtout insisté là-dessus, c'est la reconnaissance du travail d'équipe, parce que derrière la personne, il y a l'entreprise qui était D'Ieteren, qui est toujours mon employeur aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est ça qui a été salué. C'est l'impact. Et voilà. Et parlant de ce cadre-là, si tu devais donner une règle à un jury pour juger l'impact d'une campagne, ce serait quoi? Alors, il se fait que j'ai été aussi président de nombreux jurys. C'est pas pour rien que je te pose la question. L'Agency of the Year, les AMA. Oui. Je pense que ce qui est très important et ce qui est fondamental et qui est parfois un peu perdu de vue, c'est que, comme disait Ogilvy, if it doesn't sell, it's not good marketing or not good advertising. Oui. Il est absolument indispensable qu'on puisse mesurer l'impact business des actions marketing. Alors, je ne nie pas le fait que certaines campagnes très, très créatives qui vont se retrouver à Cannes, qui vont obtenir des awards parce qu'elles ont un côté très émotionnel, par exemple. On est tous subjugués par certaines qualités artistiques de certaines campagnes publicitaires. Mais l'essentiel, c'est l'impact business. Et c'est d'ailleurs ce que certains awards reconnaissent, par exemple les EFI, dont j'ai la chance aussi d'être dans le jury. Les EFI reconnaissent une seule dimension, c'est l'efficacité publicitaire. C'est-à-dire, est-ce que ça a eu un impact sur le business? Pour moi, ça, c'est un élément extrêmement important. D'accord. Et je profite de te poser cette question parce que je lis beaucoup là-dessus. Tu assistes, comme tout le monde, probablement au désastre Nike en ce moment, qui perdent beaucoup, qui ont eu depuis quelques années un nouveau CEO qui est très, très branché KPI et ROI, qui ont complètement changé leur stratégie pour vraiment plus regarder ces paramètres-là et peut-être pas assez le customer experience, avec des résultats en berne. Quel est ton avis là-dessus? Comment tu analyses, toi, cet échec? Moi, je suis de ceux qui considèrent que l'expérience, aujourd'hui, à l'ère digitale, la marque, c'est l'expérience client. On peut mettre un signe égal entre les deux. Il y a toujours des contre-exemples, mais il y a très, très peu d'exemples de marques où l'expérience client est très mauvaise. Il y en a une que tout le monde connaît, c'est Ryanair, où l'expérience, tout le monde s'en plaint, mais tout le monde continue à voler sur Ryanair parce que... On n'a pas le choix, parce que souvent, on n'a pas le choix. Ils ont des destinations particulières, parce qu'ils sont très bon marché, etc. Donc, ça pose d'autres critères, mais ce contre-exemple n'annule pas le reste. Je pense que l'erreur stratégique de Nike, fondamentalement, c'est d'avoir beaucoup trop, justement, misé, comme je disais tout à l'heure, sur la digitalisation de leurs produits, en pensant que Nike.com allait phagocyter la totalité de leur retail. Ils se sont perdus et ils ont tué leur réseau de distribution. Et en fait, on se rend compte que ça reste... Footlocker était très important. Voilà, ça reste quand même un produit physique que l'on doit essayer, que l'on doit mettre sur ses pieds. Comme la voiture. Voilà, exactement. C'est le même. Comme la voiture. Et donc, on le voit aussi, parce que sans dénigrer certains de nos concurrents, certains acteurs de l'automobile qui se sont targués d'être très, très, très efficaces en n'ayant pas de réseau, se rendent compte qu'ils n'y arrivent tout simplement pas. Tesla, pour ne pas les nommer, est en train de constituer un réseau automobile qu'il n'avait pas, parce que quand on a vendu une voiture, c'est le début de l'histoire. Après, il faut l'entretenir, il faut pouvoir avoir un vrai service client. Un vrai service client, et ça ne peut se faire que physiquement. Tout à fait. Complètement d'accord aussi. J'ai plein de questions pour toi, tu te doutes, mais le temps est consacré, est limité malheureusement. Maintenant, j'aimerais juste qu'on retourne un petit peu à la communauté Echec Alumni. Encore une fois, on te remercie parce que tu as été engagé depuis le jour 1, tu as été président de notre association,
D'Ytrain a souvent soutenu aussi notre communauté, donc merci beaucoup pour ça. Tu as aussi été chargé de cours à l'ICHEC. C'est vrai. Donc ça, c'est ma question plus à toi, le professeur que tu as été et que tu seras encore sans doute. Comment captes-tu l'attention d'un étudiant ? Comment fais-tu pour transmettre cette passion et cette expertise que tu as ? Alors, il y a deux choses intéressantes. Moi, la transmission du savoir, après, j'ai des cheveux gris et une barbe grise, donc avec l'âge, c'est quelque chose qui est important, peut-être plus que quand on est un peu plus jeune, mais en tout cas, la transmission du savoir est quelque chose qui, pour moi, est vraiment fondamental. Donc, j'aime bien faire ça et je me rends compte en discutant avec d'autres gens que c'est vraiment leur moteur principal. Donner cours, c'est essentiellement ça, c'est transmettre un savoir que l'on a acquis avec son expérience, à travers son histoire personnelle, etc. Et ce que je remarque chez les étudiants, c'est justement ce côté storyline, storytelling, c'est quelque chose qu'ils adorent. Donc, ils vont écouter, ils vont énormément apprécier le partage d'expériences. Comment vous avez fait ça ? Voilà. Moi, mes cours, c'était essentiellement des business cases, en fait. Je leur demandais en marketing digital, non pas... Enfin, il y avait une partie théorique, mais je leur demandais, prenez une marque, celle que vous voulez, et avec un framework que je leur donnais, analyser la stratégie digitale de cette marque. Et en fait, je me rendais compte que beaucoup d'étudiants à l'ICHEC qui sont en filière marketing n'ont tout simplement pas beaucoup de base au niveau marketing. Donc là, on a eu des discussions assez intéressantes avec notre rectrice sur le sujet, parce qu'arrivé en master, il faut quand même appréhender un certain nombre de choses au niveau marketing qui devraient déjà être connues, mais grâce à ces use cases, ils comprenaient que le marketing, ce n'est pas simplement une discipline. Ça concrétisait beaucoup. C'est dans le mot, mais ils l'oublient parfois. Marketer, c'est mettre sur le marché, c'est-à-dire c'est de la vente en fait. Oui. Et donc, beaucoup d'étudiants me demandent souvent mais qu'est-ce que vous me conseillerez comme voie pour évoluer dans le marketing ? Et je disais, pour devenir un bon marketeur, le meilleur conseil que je peux te donner, d'abord, fais de la vente. Fais n'importe quoi, mais fais de la vente. Rencontre des clients, comprends leurs besoins, réponds à ces besoins, c'est le principe même de la vente, et tu verras qu'en fait le marketing devient un peu inné à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on a malheureusement une technologisation, le mot n'est pas très français, mais bon voilà, des savoirs marketing, c'est-à-dire qu'on a mis très très fort l'accent sur le marketing de performance, la technologie, l'arrivée de Google, Meta, etc. Ça reste un domaine qui me passionne aussi. Mais le fait que cette technologisation, je vais essayer de le lire 2 fois, c'est déjà pas mal, oui. Amène en fait les métiers du marketing à devenir des métiers d'experts et on perd un peu le global picture. Oui, c'est ça. Le côté client aussi, se mettre dans les chaussures du client et de les comprendre. J'ai une dernière question pour toi. Merci parce que tu as répondu à notre question en donnant des conseils aux étudiants qui nous écoutent et futurs diplômés. Avec l'avènement de l'IA, on parle beaucoup des métiers qui vont évoluer, devoir être supprimés parce que certains robots seront capables de faire plein de choses. J'imagine que nous avons des étudiants ou des jeunes diplômés qui sont en début de carrière, qui se posent plein de questions, qui sont fans de marketing, qui se disent mais voilà, comment est-ce que je dois évoluer ? Quels sont tes conseils là-dessus ? Alors, peut-être les rassurer un petit peu parce que je continue à penser que l'IA, ce n'est jamais qu'une nouvelle technologie. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai rencontré 3 moments importants qui ont vraiment été des milestones quelque part. C'est d'abord l'avènement de l'Internet. En 97-98, en Belgique, ça a commencé. Moi, je travaillais depuis quelques années. Puis un jour, il y a Internet qui est arrivé avec Netscape et de l'HTML, etc. On sentait, ce jour-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui change. Là, c'est un game changer. Puis, il y a eu l'arrivée des smartphones et des réseaux sociaux plus ou moins en même temps. 2007-2008, Facebook, c'est 2008. Le premier iPhone, c'est 2007. Donc, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a des choses qui évoluent. Et puis, il y a un 3e temps important pour moi, c'est celui qu'on est en train de vivre maintenant, c'est-à-dire l'avènement, la popularisation de l'intelligence artificielle. Donc, ce ne sont que des outils. Moi, j'ai des gens dans mes équipes qui sont arrivés il y a 3 ans, qui aujourd'hui ne font absolument plus ce qu'ils faisaient il y a 3 ans dans les réseaux sociaux, par exemple. Oui, tout évolue. La segmentation des audiences, il y a 3 ans, on les faisait de manière relativement automatisée. Aujourd'hui, on laisse l'intelligence artificielle de Meta le faire à notre place. Mais ça ne veut pas dire que cette personne n'a plus de métier, n'est plus marketeur. Il fait juste autre chose. Il est beaucoup plus en amont sur la stratégie, la réflexion stratégique, et moins sur l'opérationnel. Et pour revenir à ce fameux mot de technologisation, je trouve que ça peut aider. On le voit aussi dans les métiers de l'IT,
où on a maintenant des développeurs qui demandent à l'intelligence artificielle de coder, Oui. et eux se concentrent beaucoup plus sur l'analyse en amont et que sur le développement pur. Donc, ça va être une aide à la décision pour les managers. On dit, est-ce que ce que fait un CEO aujourd'hui, ça peut être remplacé par de l'intelligence artificielle? Une partie de ce que décide un CEO aujourd'hui va être supplémentée par l'intelligence artificielle, mais il y aura toujours des CEO dans les boîtes. Tant mieux. Merci beaucoup pour ton temps et toutes ces magnifiques questions dont tu as répondu avec inspiration. On se réjouit de suivre tes aventures. Je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent de te suivre sur LinkedIn parce que tu partages souvent des choses passionnantes. Merci. Et encore une fois, plein succès à toi et pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup, José. Merci Barbara et merci à Échec Alumni et longue vie à l'alumni en tout cas. Merci à tous. Au revoir.